Depuis 15 ans, ils raillent les élus, mais aussi nos comportements à nous, citoyens belges. Ils ont raconté, par le rire et la chanson, les crises gouvernementales, les élections, les affaires, les Diables Rouges ou la famille royale. Sois belge et tais-toi, un spectacle noir-jaune-rouge a été créé par André Rémy et son fils Baudouin. Ce dernier, qui poursuit sa carrière de journaliste à la RTBF, écrit et joue sur scène une 60aine de spectacles par an. Alors pourquoi est-ce utile de rire de nos dirigeants et quelle est la limite? De passage pour 2 représentations à Mons, Baudouin Rémy est aujourd'hui face à vous. Baudouin Rémy, bonsoir, bienvenue dans nos studios. Juste après cet enregistrement, vous allez filer au Théâtre Royal de Mons pour vous transformer. Et ben, je propose qu'on voit tout de suite un extrait. C'est un dur métier, c'est un bon métier. Les clôtures, du soir au matin, de l'aube à l'aurore, je travaille encore. Fais les compromis entre les parties, très tard dans la nuit. Je vous remercie. Depuis combien de temps vous jouez Elio Di Rupo? Au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Et certains disent qu'il me joue aussi. C'est-à-dire que quand un personnage public s'exprime face caméra, qu'il est hyper médiatisé, forcément on essaie de trouver les points de comparaison entre celui qui l'imite et celui qui est imité. Mais ça, vous n'avez pas de problème de personnalité? Il n'y a non, pas des jours où vous avez envie de... On va tous les deux très bien, donc il n'y a pas de souci. Oui, quelle sorte d'Elio vous êtes? Alors, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Oui. Vous, quels sont les traits que vous avez accentués, que vous avez... J'essaie de faire cet Elio Di Rupo qui est à la fois proche des gens, très prudent, sioux, rusé, tacticien, qui ne s'exprime pas beaucoup, qui prend des risques, mais qui ne le montre pas. Quelqu'un qui est lent, qui prend du temps pour dire les choses, qui n'est pas parfait bilingue, mais qui fait des efforts. Voilà un peu le portrait qui ressort de lui dans ce spectacle, et c'est d'être le plus précis possible. C'est-à-dire que ceux qui le voient à côté d'eux, en Conseil des ministres, puissent le reconnaître, mais que le grand public, et par exemple le Montreux aussi, puisse le reconnaître aussi. Eh ben, on va voir tout de suite encore un petit extrait d'Elio. Très bien. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux sur tout ce qui ne va pas. Ce qui va bien, ce qui va moins bien ira mieux demain grâce à moi. Vous n'entendez que ma voix. Vous n'entendez que sa voix. Votre corps électoral devient lourd. De plus en plus lourd. Ayez confiance. Il y a le Elio hypnotiseur aussi. Oui, bah oui, il y a un peu de ça. Hein. Quand vous l'entendez depuis quelques mois maintenant, encore très récemment, il expliquait que depuis 2 ans, la Belgique a retrouvé la confiance des marchés internationaux, que le pays est stabilisé. D'ailleurs, il ne dit pas pays, il dit pays. Vous voyez, ça le pays. Et ce pays est stabilisé et renforcé, il est donc hypnotisé. Et donc, effectivement, ben ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Il hypnotise. Les gens ne sont pas dupes, hein. Il y a du vrai et du gros travail qui a été fait, il y a de la communication et ça se voit. Et voilà. Quand vous le rencontrez en vrai, il n'y a pas de confusion, pas de problème Non, moi je ne me prends pas pour lui, il ne se prend pas pour moi, donc non, ça va. Non. On parle, hein, quand on se voit, on parle des choses. Je lui trouve énormément de courage pour avoir entrepris ce qu'il a fait. Cette équipe gouvernementale a fait un boulot gigantesque, c'est vrai. Et il sera là ce soir pour vous voir? Normalement, il sera là ce soir. Mais vous savez, quand on exerce ses fonctions, on se dit que c'est possible. Vous avez un agenda très rempli, mais lui, alors là, je ne vous raconte pas. Mais donc, c'est très compliqué pour eux de s'engager là-dedans. Et puis, il y a aussi des choses qu'ils préfèrent faire les uns et les autres tranquillement dans leur coin. Et de voir ça en famille, par exemple, ça les amuse. C'est pas pour ça qu'ils ont envie tout le temps et systématiquement d'être entourés de médias. Oui. Alors, à l'origine de cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, une histoire de famille, donc c'est votre père qui pratiquait déjà la revue depuis des années. Et en 1997, vous décidez de lancer ensemble. Vous pensiez que ça allait durer 15 ans à ce moment-là? Non, au début, d'abord, on a fait tout ça sans le faire exprès. Le talent, probablement, il existait plus dans le chef de mon père au début. Moi, je m'y suis fait au fur et à mesure. Mon père, il a commencé à faire des revues quand il était à l'université. On voit quelques images. Ça, c'est la chanson inaugurale, ça. Voilà. Et puis là, c'est Papa Outé, donc c'est le roi Philippe qui est très inquiet de voir son père partir parce qu'il va se retrouver seul avec la Belgique sur les bras. Mais donc, mon père, qui est là à l'image, là maintenant, mais il a commencé à faire des revues
vécu quand il était à l'université à Louvain en 58. Donc c'est une tradition estudiantine. D'abord estudiantine, et puis il a joué avec Brel, il a fait les premières parties de Brel, il a créé Feu Vert, qui est une émission qui a hypnotisé, on peut dire ça comme ça, tous les mercredis après-midi des jeunes, alors que pour une certaine génération, entre 65 et 80. En 83, il est professeur dans un collège, il lance une revue dans ce collège qui va parler des enseignants, des profs et des élèves de son collège. Et ce truc-là, en 83, est devenu aujourd'hui Sois belge et tais-toi, à la faveur des grèves de l'enseignement. Un peu inattendu pour vous, c'est un truc... Oui, c'est-à-dire qu'en 97, on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant au lieu d'être invité quelque part, est-ce qu'on n'inviterait pas les gens dans un théâtre à venir nous voir? On a fait ce pari. On l'a tenu, on a fait la première année, on a fait 7 jours, puis 14 jours, puis 22 jours, puis 40 jours, puis 55, maintenant, puis 66, 65, 67, parfois 70. On peut dire que la grosse évolution, ça s'est professionnalisé, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de professionnels autour pour l'éclairage et toutes ces sortes de choses. Tout a changé. On était au départ tous des amateurs. Aujourd'hui, il y a un metteur en scène, un assistant metteur en scène, une maquilleuse, des régisseurs, un coach vocal, un assistant metteur en scène, une chorégraphe, donc des effets spéciaux. De personnes, 25, sur la dernière semaine de répétition, on est environ 25. Et sur scène, chaque jour et dans les coulisses, on est 14. 14. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des observateurs de la vie politique? Oui, tout comme les gens. Tout comme les gens qui regardent les autres. Alors, voilà. Pas plus, pas moins. Pierre Vercauteren, que vous connaissez, est un politologue de l'ICN. Il est aussi un observateur très attentif et il a vu votre spectacle. Okay. Et nous l'avons rencontré, donc il compare un peu vos deux activités. Très bien. En ce qui concerne des revues comme Sois belge et tais-toi, ils ont quelque part le droit à l'impertinence, un peu ce qu'avait le fou du roi au Moyen-Âge, qui pouvait dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais pour autant que cela se fasse avec humour et que cela ne dépasse pas certaines limites. Alors, qui veut aller au 16? Sorry, mais j'en demande pas autant. Hein. Moi, je préfère être deuxième ou troisième à la rigueur. Hein. Mais toi? Moi? De notre côté, les politologues, nous avons une certaine impertinence dans la mesure où nous essayons, par une analyse scientifique, de regarder ce qui est en dessous des cartes, ce que les femmes et les hommes politiques n'ont pas toujours envie de faire. Donc, nous nous rejoignons sur le droit à l'impertinence, mais par des procédés différents, la dérision et l'humour pour Sois belge et l'analyse scientifique pour les politologues. Mais politiquement, j'ai de plus en plus de poids. J'ai fait mon possible. Il est aussi intéressant de voir que là où la troupe de Sois belge va présenter son spectacle, il n'est pas rare de voir les femmes et les hommes politiques du coin venir assister à ce spectacle et beaucoup espèrent d'ailleurs être croqués, pouvant sans doute être considérés, en retirer un surcroît de popularité et de notoriété. Je vous remercie. C'est vrai ça, ils tiennent à... Ils ne font pas tout pour ça, tous non plus. Hein, donc il ne faut pas croire. J'aime bien cette comparaison qu'ils font entre les deux métiers. Nous sommes des politologues comiques en quelque sorte, hein, sans vouloir se prendre au sérieux. Et eux aussi, ils révèlent certaines faces cachées des cartes. Vous savez, un politicien n'a pas forcément envie qu'on révèle les trucs. C'est comme un magicien. Quand il ne veut pas parler... Surtout quand c'est un grand communicateur. Oui, par exemple. Et plus vous êtes redoutable sur le plan de la communication, plus vous faites peur aux politiques, forcément. Donc, une vanne bien amenée qui fait rire des gens, réfléchir et qui met le doigt là où ça fait mal est beaucoup plus efficace. C'est ça l'impertinence du comique. C'est beaucoup plus efficace parfois qu'un éditorial dans un journal. Mais tous les politiciens ne viennent pas spécialement dans un spectacle pour se voir dedans. Ils viennent aussi rire des autres. Ils sont quand même contents. Oui, ils sont contents d'y être. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un spectacle comme ça, c'est que vous existez dans le conscient collectif. Ça veut dire qu'on peut rire de vous parce que les gens ont le minimum de connaissances de qui vous êtes, de ce que vous faites. Donc ça veut dire qu'on est connu, au moins. Au moins. Alors le principal attrait et la principale difficulté, c'est évidemment que vous dépendez de l'actualité. Ouais. Et donc il faut changer, adapter. Au jour le jour, parfois une seconde avant de monter sur scène, je vais trouver un de mes potes là et dit écoute là tu dois changer cette phrase, tu dois rajouter ceci, tu dis cela. Et on change. Et ça amène ce côté évolutif, c'est un spectacle vivant qui change en fonction de Ici à Mons, il y aura un petit changement par rapport à ceux qui l'auront vu Très franchement, j'y ai pas encore réfléchi. Donc peut-être, oui. Il y a des choses qui s'improvisent aussi. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé, je pose la question, mais je le sais, en fait, il vous est arrivé de changer beaucoup oui, parce en une nuit parce que les événements... Alors je rappelle à tout le monde qui a suivi les crises politiques depuis 2007, que tout le monde est passionné par ces crises politiques Exactement, depuis 2007, il faut le dire quand même. Hein. Donc on a eu finalement que très peu d'années où il n'y avait pas de problème politique. En 2007-2008, c'était la crise, l'orange bleu, les démissions d'Yves Le Terme, les formateurs, informateurs, clarificateurs, etc. Voilà, c'est ça. Et en fait, le Premier ministre a été nommé la veille.
du spectacle de la première de Sois belge, j'étais toi, c'était Herman Van Rompuy qui est arrivé. Donc en une nuit, on a dû changer les choses. Donc la nuit, vous avez La changé nuit, tout le on a texte. dû faire exister un personnage, on a dû dire qu'est-ce qu'on lui met sur la tête, qu'est-ce qu'on lui met comme costume, comment on le fait parler, qu'est-ce qu'on lui fait dire. Et donc évidemment, ça contraint à des contorsions. Quand Bart de Wever a parlé de son confédéralisme et de sa vision du confédéralisme belge, on a dû en tenir compte. J'ai dû cette année réécrire 3 fois le sketch pour qu'il soit le plus à jour possible. Mais c'est ça qui est amusant aussi, c'est de suivre et de s'adapter. Ouais, Qui est dur, donc j'imagine bien, mais... il faut savoir ce qu'on va dire, il faut que ce soit plus drôle que ce qu'on avait avant, il faut que les comédiens connaissent le texte et que ça fasse mouche. C'est déjà pas mal. Et pour vous, rire de la politique, c'est salutaire, vous pensez que c'est indispensable? Il vaut mieux en rire d'abord qu'en pleurer. Il vaut mieux se moquer des travers que de dire que tout va bien. Parce que ou que tout va mal, d'ailleurs. Ou que tout va mal. L'un et l'autre sont faux. Et donc il y a un juste milieu. Et nous, au fond, sans se prendre au sérieux, ça permet aussi, avec le rire, de venir voir une actualité. Et si les politiciens viennent voir ce spectacle, c'est aussi pour voir ce que certains spectacles à succès en disent. Quelle est la vision externe? Comment on me caricature? Qu'est-ce que je représente? Comment est ma place dans la vie publique, dans la vie médiatique et dans un spectacle comme celui-là? Si tout le monde y est et que je n'y suis pas, est-ce que je me pose des questions, moi, politicien, sur ce que j'ai fait cette année? Ou si j'ai communiqué d'une certaine façon, qu'on a retenu que ça de mon action politique, est-ce que j'ai bien géré ma communication? C'est intéressant, c'est un miroir déformant. C'est un miroir aussi... Mais c'est un miroir quand même. C'est un miroir aussi de ce que pensent les Belges. On va voir un petit extrait encore. Pour moi, il y a 2 sortes de politiciens. Ouais. Il y a des très malins, mais pas toujours très honnêtes, et puis il y a des très honnêtes, mais pas toujours très malins. Et ceux qui sont très honnêtes et très malins. Ils font pas de politique. Ah, bon. Alors là, est-ce que c'est pas juste le petit piège d'arriver au café du commerce, la limite? C'est le café du commerce. Il y a une politique du café du commerce. D'abord, certains politiques sont les premiers à jouer ça. Vous allez dire que c'est pas vous qui avez commencé. C'est pas moi qui ai commencé. L'ennemi premier du politique, c'est le politique lui-même. C'est pas moi qui construis l'antipolitisme primaire, comme on dit. C'est les politiciens, ce sont les politiciens. Donc le populo, le démago, c'est eux qui... ils sont pas loin. Ils sont pas loin à certains moments de la démagogie, des promesses faciles, ni des mensonges, faut le dire. Ou alors on arrange la vérité, ou on cache les choses, ce qui est dans le même registre. Le café du commerce, c'est un endroit où on a clairement défini café du commerce. Le café du commerce, ça veut quand même dire que c'est les grosses vannes qui tâchent, où on dit un peu, c'est un peu le côté populaire, pas trop populiste, par contre. Donc il n'y a pas de rejet de la politique. Au contraire, vous dites, on en rit, ça permet de ne pas rejeter. Écoutez, justement... j'ai reçu un mail il n'y a pas 2 semaines de quelqu'un qui me dit, je viens vous voir depuis 10 ans, j'ai aujourd'hui 19 ans, quand j'avais 9 ans, c'est avec vous que j'ai rencontré la politique. Aujourd'hui, cette politique me passionne et je la suis. Et il y en a sans doute des dizaines comme ça. Et encore, je répète, c'est pas Sois belge et tais-toi qui a provoqué des crises politiques. Nous, on a juste fait des crises de rire, des crises politiques. Alors, il ne faut pas s'en prendre aux clowns. Il faut s'en prendre aux responsables politiques. Mais il est préférable d'en rire que de voter de travers. Ça rapproche, vous pensez que ça rapproche vraiment? Ça n'éloigne pas. Ça peut réconcilier. Le rire est une thérapie qui peut réconcilier les uns avec les autres. Et c'est aussi important, ce n'est pas une mission de service public, mais c'est aussi important à comprendre. C'est pour ça que ça ne sert à rien de taper dessus, tirer sur les ambulances, de faire mal, d'être blessant. L'impertinence, ce n'est pas la méchanceté gratuite. L'impertinence, c'est le sourire, c'est ce qui fait rire. Voilà, il y a une forme de tendresse aussi. C'est dire, parfois. on vous a vu, hein, votre petit truc là. Ça c'est vu. D'ailleurs, regardez, on va vous faire rire avec ça. Ouais. En Belgique, la caricature parfois est dépassée par la réalité. On va voir encore un petit extrait, vous expliquerai après. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Ja, meneer. C'est bien ce que je dis, vous comprenez ce que je dis? Ja, meneer. Mais vous parlez français? Ja, meneer. Couramment? Ja, meneer. Bah alors je suis pas obligé de parler flamand! Ja, meneer. Dites, vous répétez toujours la même chose? Ja, meneer. Ah bah le flamand est d'un riche. Alors, en Belgique, je le disais, donc la réalité parfois suffit à elle-même pour... Il est parfois très difficile d'aller plus loin que cette réalité. Quand la réalité est déjà une caricature, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc là, par exemple... on est dans une administration communale. Ça s'est passé en vrai à Menin. La bourgmestre est CDNV. Elle va dire à ses fonctionnaires, ne parlez plus le français avec des gens qui se trouvent à la frontière entre la France et la Flandre, où il y a énormément de francophones, des Français en l'occurrence. Et on dit aux fonctionnaires, vous ne pouvez plus parler que le néerlandais, et si les uns et les autres ne vous comprennent pas, vous avez des petits graphiques où c'est la langue des signes que vous devez utiliser. Nous, on n'a pas inventé, on a fait un sketch.
Alors, je veux dire, voilà, les gens vont être offusqués par la décision politique, ils vont rire avec le sketch, mais quand même, hein, oui, la décision politique, si elle prête à rire, c'est que c'est peut-être pas tout à fait une bonne décision. Est-ce qu'il y a des nouveautés vraiment cette année, des choses il y a un roi déjà. Hein. Il y a déjà les thèmes. Il a toujours été là, le roi, mais en 24 heures, il est passé de minable à formidable. Pas moi qui l'ai écrit. Et c'est vous qui le jouez. Mais c'est moi qui le joue, le roi Philippe. C'est-à-dire qu'entre l'abdication et le moment où il monte sur le trône, grâce à un discours, le type qui n'était pas prêt, ou dont on se posait la question de savoir s'il allait être prêt, le prince Philippe est devenu le roi Philippe, et on dit aujourd'hui qu'il a réussi quelque chose, qu'il a assumé la fonction, qu'il est rentré dans le costume et qu'il se débrouille plutôt bien. Et tout ça s'est passé en un jour, en un discours. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, normalement, pas tous les jours. Non, pas tous les jours, bien sûr, pas tous les jours. Oui. Alors, c'est la tradition dans cette émission. Il y a quelqu'un qui vous pose une question. Et qui pose une question à l'invité. Ne me dites pas que c'est Louis. Non, c'est pas Louis, c'est pas Louis. Et pour une fois, ça se fera par téléphone. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Dubus, très bien, oui. Caricaturiste, qui est auteur de parodies sur la politique belge sur une chaîne concurrente à la vôtre. On écoute sa question. Alors, ma question est celle-ci. Quand on est dans la position de Baudouin, à la fois journaliste la journée et humoriste le soir, un petit peu comme un espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, est-ce que c'est pas trop difficile à vivre? Par exemple, si on a une bonne idée le soir de sketch, de se dire non, je vais pas faire ça parce que c'est trop dur. Si je fais ça, cet homme politique ne m'octroiera plus jamais d'interview. Est-ce qu'on n'a pas tendance à lever un peu la pédale? Voilà. Comment est-ce qu'on vit cette schizophrénie, je dirais? Je vais dire à Fred que la schizophrénie, c'est une maladie. Donc, je comprends bien sa question. C'est une image, hein, oui, bien sûr, mais donc, la schizophrénie, c'est une maladie. Une position schizophrénique, c'est un écart tel que les deux activités seraient non conciliables. Alors, on a tous, et lui aussi, et Kroll aussi, et je les connais bien tous les deux, plus Kroll parce que je le vois tous les dimanches. Mais eux ne sont pas amenés à interviewer. Non, mais ils interviennent dans un journal qui est aussi un organe de presse. Donc, au fond, dans un journal, il y a une caricature. C'est d'ailleurs la première chose que les uns et les autres vont faire. Ils vont ouvrir le journal. C'est une forme d'information aussi. C'est une forme d'information. Je rappelle à chacun qui s'intéresse à l'histoire du journalisme que les premiers journalistes étaient des caricaturistes. Ce sont les premiers. Ils dessinaient, ils faisaient des sketchs, ils imitaient. C'est eux qui ont été le premier vecteur du message qui permettait de résumer un point de vue, de donner, j'allais dire, une synthèse, d'informer les gens et d'être finalement un contre-pouvoir. C'est important, ce contre-pouvoir. Mais Fred a raison, Fred Dubus a raison. Il y a parfois, je me dis, ben non, cette espèce de réserve naturelle d'une position qui a quand même une spécificité, ben parfois je ne m'autorise pas toutes les fantaisies. Le fait de rire... Vous séparez quand même facilement les deux. D'abord, je sépare les choses. Je joue un spectacle dans un théâtre où les codes sont bien définis et j'essaie de respecter certaines limites. Le but, c'est de faire rire, c'est pas de choquer, c'est pas de faire mal, c'est pas tout ça. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi et de se réfugier derrière la liberté d'expression pour dire « Ouh là là !» et on prend des airs grands offusqués. Non, mais c'est vrai, de temps en temps, je dis « Bon, ben, ce sketch-là, j'avais une idée, j'ai bien voulu dire une phrase, ben, je ne l'ai pas dite. Je ne l'ai pas dite parce que c'était inapproprié, peut-être pas tout à fait drôle, ou que ça pouvait me mettre en difficulté, pas par rapport à un dossier, pas par rapport à un ministre, pas par rapport à un gouvernement, mais par rapport à un concept même qui est personnel. Il y a des choses que je sais faire, d'autres que je ne sais pas faire, et ce que je ne fais pas, je ne sais pas faire, je ne fais pas. Finalement, vous vous mettez dans la situation du citoyen qui observe, comme vous le disiez tout à l'heure, oui. Voilà, comme n'importe quel citoyen. Avec un peu plus de trucs et d'astuces avec l'expérience et aussi des choses que j'ai pu observer. Et j'ai pu aussi avoir un peu de bon sens politique qui fait qu'avec la culture que j'ai aujourd'hui, ben, je sais que tel ou tel sujet va pouvoir durer pendant, par exemple, 5 mois si on en fait un sketch. Exemple. Alors, on va voir un dernier extrait. D'accord. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un hiver particulièrement rigoureux. On n'a pas connu de tel hiver depuis l'an dernier. Et je peux vous le dire, ici, les habitants sont surpris. Alors ça, c'était pour boucler la boucle. Se moquer de la politique, c'est aussi se moquer de l'information politique. Oui, se moquer de la politique, c'est se moquer du résultat que les politiciens veuillent
veulent atteindre, ou alors ce qui se produit à leur insu, si j'allais dire ça. Mais les médias aussi ont des tics, et les tics médiatiques, on s'en moque. L'année dernière, dans le spectacle, on avait fait la comparaison de deux chaînes, la chaîne privée, la chaîne publique, la RTBF et RTL TVI, de savoir comment l'un et l'autre allaient traiter le sujet. Un lapin a tué un chasseur, l'un à coup d'expert, l'autre à coup de témoignages et de compassion, ou d'émotions populaires. Ben ici, c'est les éditions spéciales pour la météo, et on voit que c'est un sujet d'actualité, parce qu'il y a le froid qui frappe les États-Unis. Voilà. Mais donc, quand on fait une édition spéciale en hiver pour dire qu'il neige, en automne pour dire qu'il pleut, et en été pour dire qu'il fait chaud, voilà. Tout est dit. Est-ce que, dernière petite question, vous avez le temps de souffler quand même, parce que ça fait beaucoup d'heures de répétition. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Voilà. Oui, voilà. Donc, non, c'est 20 minutes de thérapie. Oui, c'est agréable de pouvoir parler de ce qu'on fait et que les gens y marquent un certain intérêt. Donc, oui, voilà. Mon agenda est fort rempli, on va dire ça comme ça. Alors, on rappelle, le rendez-vous, c'est Sois belge et tais-toi au Théâtre Royal de Mons ce mardi et ce mercredi. À 20h, c'est-à-dire que dans 3 heures précisément, parce que là, ne m'entend pas, il est 16h55 dans l'enregistrement. On vous retrouve et je joue aussi encore demain. régulièrement sur la RTB, le dimanche. Alors, en tout cas, merci de votre participation à l'émission. Merci à l'équipe, merci à vous. Je vous rappelle à tous ceux qui nous suivent, qui peuvent questionner, réagir sur les réseaux sociaux et sur notre site télé-mb.be. La semaine prochaine, nous parlerons avec l'historien Yves Bourdon du centenaire de la Première Guerre mondiale. À bientôt pour un autre Face à vous.